Le Grand Move TV, la chaîne du moment. Merci de l'avoir choisi. Vous y trouverez des interviews, de grands reportages, des émissions bien élaborées avec nos invités de grande qualité, de grands reportages. Abonnez-vous vite sans tarder et bienvenue. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Livre à la Une qui vous propose aujourd'hui étude critique du système congolais de répression de la cybercriminalité au regard du droit comparé. Livre écrit par le professeur Raymond Debouillon Manassi. Il est professeur des universités, magistrat et puis enseignant des sciences criminelles à l'université de Kinshasa. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Legrand. Toute loi protège les valeurs, c'est ce que vous soutenez. Oui. Alors, au regard de ce que vous appelez la cyberdéviance, est-ce qu'à ce stade, une loi contre la cybercriminalité serait opportune? Oui. La loi sur la cybercriminalité est opportune. Sauf que, regardez, nous avons les nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'ai dit qu'elles venaient de créer des valeurs, n'est-ce pas? Ok. Des valeurs économiques qui sont utilisées dans le commerce économique et des technologies qui traitent en très peu de temps les données personnelles des gens. En un clic. Ah oui, en un clic. On a toutes les données, on va voir qui sont entrées à la RTNC. Et en un trait de temps, on a leur liste. Et si maintenant on prend cette liste-là, on colle à un parti politique. On dit, voici les membres du parti. Vous comprenez un peu les drames? Vous comprenez les drames? Donc, lorsque on veut prendre une loi sur la cybercriminalité, bon, il faut savoir que c'est une loi qui protège les valeurs par la peine. N'est-ce pas? Oui, mais ces valeurs-là font-elles déjà l'objet d'une législation? Les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent une économie, une donnée de l'économie nationale. Le président de la République en avait même parlé lors de son discours d'investiture, faire de la RDC un endroit bombe. Il y a des sociétés, Facebook, ils brassent beaucoup d'argent. Ils font le commerce électronique. Avons-nous une loi qui régit l'économie numérique? Avons-nous une loi qui régit le commerce électronique? Avons-nous une loi qui protège, qui régisse les traitements de données? Enfin, avons-nous une loi sur la cybercriminalité? Parce que vous voyez, une loi pénale, dans un contexte comme celui-ci, ne vient qu'à la rescousse des lois qui régissent les domaines des technologies de l'information et de la communication afin de les protéger. Est-ce qu'on est vraiment dans l'essentiellement pénal? Pas vraiment. Pas vraiment. Vous-même, vous avez commencé, en commençant l'émission, vous avez dit, nous sommes dans les communications, mais il y a un juriste qui vient de trouver un pont entre... Donc, vous voyez qu'en réalité, le droit pénal vient à la rescousse des sciences, des communications, des sciences, à la rescousse des technologies. Donc, il faut d'abord des lois sur cette technologie et ensuite intervient la loi sur la cybercriminalité. Et donc, dans la foulée, ensemble. Voilà. Une autre préoccupation, professeur, étant donné que la loi pénale actuelle est dépassée par l'évolution des technologies de l'information et de la communication, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quel type d'ajustement ou de réadaptation? Oui, vous avez raison sur tous les deux plans. Il faut à la fois l'ajustement, il faut la réadaptation, il faut l'adoption des nouvelles règles. Regardez, quand il y a des jeux qu'on fait en ligne, les jeux de hasard, les jeux pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Ok. N'y a-t-il pas au Congo une loi qui régit les jeux? Il y en a, n'est-ce pas? Oui, mais est-ce que cette loi est applicable aux jeux en ligne? Vous voyez?
Cette loi-là, il faut l'adapter. Oui. Mais, parce qu'on vient de créer une nouvelle valeur qui est la donnée, et que quelqu'un a fait une banque de données, un délinquant, les fameux hackers, les pirates, entre dans cette base de données, perturbe cette base de données. Celui qui a créé la base de données essaie de consulter la base est complètement falsifiée, manipulée par des données qui ne sont pas correctes. Ok? À ce moment-là, vous croyez qu'il est facile de trouver dans notre législation une loi qui peut facilement s'appliquer à ça, une règle qui peut facilement s'appliquer à ça? Eh bien, vous remarquerez que cet accès illégal aux données va nécessiter qu'on prenne carrément une nouvelle loi, des nouvelles règles. Et donc, j'ai donné deux catégories d'infractions. Le législateur congolais vient de le faire. Dans la loi sur les instruments de paiement, c'est une loi de 2018, une loi bancaire. Constatant que nous utilisons les cartes de paiement et tout, bon, évidemment, dans ma thèse que j'ai défendue en 2012, je parlais notamment des infractions qui portent atteinte aux instruments de paiement, notamment cartes bancaires, les cartes à puce, ainsi de suite. Le législateur congolais, en 2018, a pris une loi sur les instruments de paiement et a assorti cette loi sur les instruments de paiement des infractions. Bon, mon assistant qui l'a déjà développé dit qu'on s'est quand même inspiré aussi de ce que j'ai dit là-dedans, ce qui devait être normal. Alors, vous voyez qu'à ce moment-là, dans cette loi-là, on parle de nouvelles choses, pas des infractions qui existaient déjà. Là, pour les crimes contre les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il faut de nouvelles règles. Pour les infractions facilitées, les crimes facilités par les technologies de l'information et de la communication, bon, on peut recourir à la législation que nous avons avec une technique très compliquée, je veux dire très controversée. L'interprétation évolutive. Oui. Bon, je l'appelle controversée pourquoi? Parce que, vous savez, la loi pénale est de stricte interprétation. Et c'est l'article 1er bis du Code pénal qui le dit. C'était un principe général, mais maintenant c'est devenu une règle dans le Code pénal depuis la loi de 2015. Alors, vous remarquez qu'à partir de ce moment-là, comment vous pouvez interpréter d'une manière évolutive une disposition légale afin de d'atteindre absolument les comportements que j'ai commis? Comprenons un peu. On vous accuse et on remarque que ce dont on vous accuse ne se trouve pas noir sur blanc dans la loi. D'accord? Le juge dit, mais c'est quand même criminel. Et sauf que la disposition légale est seulement dépassée par l'évolution de la technologie. Et donc, j'interprète afin de vous atteindre absolument. Non, vous n'allez pas tiquer. L'interprétation n'est plus stricte. Oui, vous allez dire, mais ça, ce n'est plus strict. Apparemment, vous le faites juste pour m'atteindre. Vous ne voulez pas me lâcher. C'est la raison pour laquelle, tout en admettant cette technique, on doit reconnaître que ça met à mal l'interprétation stricte qui est la règle du droit. Et qu'à ce moment-là, si la jurisprudence arrive à le faire, il vaut mieux que les législateurs adoptent la loi rapidement. Regardez. L'interprétation évolutive est l'apanage du juge. D'accord? Est-ce que le pouvoir judiciaire, les infractions ne relèvent que du juge? Les traitements des infractions ne relèvent pas du juge seul. La première autorité judiciaire qui est en contact avec les infractions, c'est l'OPJ. La deuxième, l'OMP. Et c'est seulement enfin qu'on arrive chez les juges. Bon, l'OMP est même appelé l'organe de la loi. D'accord? Alors, maintenant, si
Lui, l'OMP, n'a pas la loi. Lui aussi, vous allez lui dire qu'il interprète d'une manière évolutive, mais vous allez le mettre en difficulté parce qu'il n'en a pas le pouvoir. D'où la question, qui peut user justement de cette interprétation évolutive? Serait-ce les juges, l'OPJ ou qui encore? Non, le juge, uniquement le juge. Mais les droits ne commencent pas par les juges. Exactement, c'est là maintenant le drame de l'interprétation évolutive. On ne peut pas se fier à l'interprétation évolutive en disant laissons notre code pénal tel qu'il est parce que en cas de problème, le juge utilisera l'interprétation évolutive. Et le ministère public dans ce cas-là aura recours à quoi? L'OPJ aura recours à quoi? Et donc, vous voyez, il est nécessaire dans ce genre de cas que l'on puisse plutôt utiliser, l'on puisse légiférer, que les législateurs puissent fixer les esprits. Jadis, le vol d'électricité était puni sur pied d'une interprétation évolutive du vol, de l'infraction de vol. Mais le législateur s'est ressaisi, bien qu'en retard, dans la loi sur l'électricité. Il a incriminé la fraude à l'électricité, et avec ça, eh bien, les gens sont calmes. Maintenant, on n'a plus à recourir à l'interprétation évolutive. Et donc, puisque le droit ne commence pas par les juges, vous estimez qu'il faut commencer par donner à ces juges-là les instruments légaux, les instruments juridiques nécessaires pour agir? Absolument. Ça ne sera pas seulement aux juges, mais ça sera aussi à toutes les autorités judiciaires. Il n'y a pas qu'aux autorités judiciaires, mais à vous, à moi, à toute la population. Parce que l'avantage d'une loi publiée, c'est que tout le monde peut la lire. Le devoir est fait aux autorités judiciaires de dire à la personne qui est poursuivie. Le drame du droit pénal, c'est que ça touche aux intérêts propres du citoyen. On vous garantit vos droits et libertés, et une autorité vous dit, vous n'êtes plus libre. Vous dites, mais tiens, mes droits et libertés sont garantis. Pourquoi je ne suis plus libre? Vous n'êtes plus libre parce que vous avez violé telle disposition légale qui interdit les comportements que vous venez d'afficher. Alors, montrez-la moi d'abord, parce que moi aussi j'ai le code pénal, ça ne dit pas ça. Professeur, je viens vers vous. En fait, quelle est la motivation qui vous a poussé de vous insérer dans l'interdisciplinarité en recherchant le lien entre le droit et le champ de l'information et de la communication? Merci beaucoup. Il faut que l'on retienne que les droits pénals protègent les valeurs les plus essentielles. Au besoin par des sanctions les plus graves, les peines. Alors, vous et moi faisons peut-être un bon usage des appareils que nous avons, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais, ce que les gens ne savaient pas avant, mais qu'ils le savent aujourd'hui, est que derrière les bienfaits des nouvelles technologies de l'information et de la communication, elles s'étaient accompagnées d'une forme de criminalité jamais connue auparavant. Du coup, le droit pénal doit se sentir interpellé pour protéger la population contre ces nouvelles formes de criminalité, ces nouvelles formes, ces nouveaux crimes, je veux dire. Alors, je me suis intéressé à la question depuis 1996, quand je faisais mon mémoire de licence à l'université de Kinshasa. J'ai continué avec les domaines jusqu'à la thèse. Bon, j'ai d'abord fait un mémoire de DS, ce qu'on appelle aussi DA. Et puis, je fais cette thèse intitulée « Étude critique du système congolais de répression de la cybercriminalité au regard du droit congolais ». Qu'est-ce qu'il y a? Il y a exactement ceci. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont créé le cyberespace. Un autre espace
à part les espaces qu'on connaît, nous connaissons l'espace terrestre. Et les infractions peuvent se commettre dans cet espace-là. Nous avons l'espace aérien, l'espace maritime. Et partout là-bas, les infractions peuvent se commettre. Puis on a créé les cyberespaces, l'espace cybernétique. C'est-à-dire un espace tout à coup d'expression qui se crée à partir de l'interconnexion des machines. Et les communicologues ou bien les techniciens, bon, vous savez, là-dedans, il y a toutes les disciplines. Hein, qui se croisent. Eh bien, ils parlent des autoroutes de l'information. Oui, mais c'est l'autoroute, c'est l'autoroute. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de l'autoroute. L'autoroute, c'est l'endroit où circulent les véhicules, les piétons et tout. Et là aussi, c'est l'autoroute de l'information. Et l'information qui est définie comme la donnée. Aujourd'hui, donc, l'autoroute des données. Et puisque tout est donné aujourd'hui. L'argent sous forme de données, l'information sous forme de données, la science sous forme de données, eh bien, toutes ces données circulent dans les autoroutes de l'information. Dans ces cyberespaces, pendant que vous et moi envoyons des données utiles, il y en a d'autres qui envoient des données compromettantes. Il y a des gens qui, sur ces autoroutes, se mettent plutôt à intercepter les données des autres. En un mot, il y a des gens qui font le mauvais usage des technologies de l'information et la communication, et c'est ce qu'on appelle la cyberdéviance. Une utilisation déviante des technologies de l'information et de la communication. On appelle ça la cyberdéviance. Les autres pays, la communauté internationale, a considéré que cette cyberdéviance ne pouvait pas être tolérée. A modifié les codes pénals, a pris la communauté internationale, a pris des conventions internationales pour essayer de lutter contre ces phénomènes nouveaux. Et c'est l'ensemble de toutes ces infractions qu'on appelle alors cybercriminalité, qu'on peut comprendre en deux types. En créant des valeurs, les nouvelles valeurs, la donnée, c'est une valeur. Okay. Les unités, c'est une valeur, n'est-ce pas? Oui, oui, mais votre téléphone et le mien, en quoi ils sont différents? Si le vôtre coûte plus cher que le mien, où est la différence? La différence, c'est le cadre. Mais nous avons le même cadre, n'est-ce pas? Mais où est la différence? Les fonctionnalités. Vous voyez? Et donc, les fonctionnalités deviennent une valeur. Vous remarquez? Alors, lorsque les fonctionnalités deviennent une valeur, c'est qu'en réalité, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont créé de nouvelles valeurs qui n'existaient pas jusque-là, qui ont une valeur marchande. Et on ne peut pas porter atteinte à ces valeurs-là. Donc, la première catégorie des crimes dans la cybercriminalité, ce sont les crimes contre les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et la deuxième catégorie, ce sont les crimes facilités par les technologies de l'information et de la communication. Il s'agit de quels crimes? Des crimes qui ont toujours existé, des infractions qui ont toujours existé. Par exemple, l'injure publique, par exemple, la diffamation, par exemple, l'outrage public aux bonnes mœurs. Des infractions qui ont toujours existé, mais qui sont exacerbées par les technologies de l'information et de la communication. Vous voyez, vous pouvez insulter quelqu'un, vous pouvez diffamer quelqu'un à travers, je reviens à votre domaine, le journalisme. Bon, mais quand vous publiez un journal sur papier, mais et que là-dedans il y a la diffamation, mais il n'y a que ceux qui habitent Kinshasa qui sauront que vous avez diffamé. Par rapport au champ de diffusion du journal. Effectivement. Mais si c'est par Internet, mais c'est le monde entier qui sera... Alors vous voyez que ce délit de presse-là, eh bien, il est exacerbé par les technologies de l'information et de la
communication. Professeur, Deuxième puisque catégorie, vous en parlez, est-ce que vous pouvez dire aux gens, en fait, de quoi vous parlez lorsque vous dites les technologies de l'information et de la communication? Vous faites référence à quoi? Je fais effectivement référence à ceci. Les technologies de l'information, d'accord? Ok. Ici, c'est normalement un endroit destiné à l'information, n'est-ce pas? Et d'un autre côté, technologie de la communication. Alors, allons-y maintenant. Pourquoi nouvelle technologie de l'information et de la communication? Je ne veux pas séparer. C'est à cause de l'interconnexion, ok, entre les technologies de l'information et les technologies de la communication qui se sont compénétrées au point que si j'ai un appareil, je ne sais pas vraiment il s'agit de quel appareil. Est-ce que c'est l'appareil photographique? Est-ce que c'est l'appareil de musique? Est-ce que c'est l'appareil de diffusion du son et de l'image? Est-ce que c'est un téléphone? Tout est dans tout. Tout est intégré. Immédiatement, on parle de technologie de l'information et de la communication en même temps. Cela ne signifie pas que les sciences de communication ne sont plus les sciences de communication et que les sciences de l'information ne sont plus de l'information. Non. L'informatique n'a pas commencé avec ces appareils. Ça a commencé avec des papiers et ça, ce sont des vieilles technologies. La communication n'a pas commencé avec ce que nous avons aujourd'hui. Ça a commencé avec les tam-tams, les tambours et tout et tout. En résumé, quand on parle des technologies de l'information et de la communication, il faut voir l'informatique avec ses applications qui vont jusqu'au réseau et les réseaux vont jusqu'à l'Internet. Il faut voir la télécommunication. Il faut voir la radiodiffusion et la radiodiffusion et la télévision. Voilà. Ce sont là les nouvelles technologies de l'information. Professeur, lorsque vous vous installez dans cette matière, ça pose un problème d'accès aux technologies. Oui. Et je me pose la question, est-ce que tous les juges sur le territoire national ont accès aux nouvelles technologies, disposent d'un ordinateur, de tous ces éléments pour qu'en cas de problème, ils soient en mesure de trouver des issues? Bon, je ne peux pas répondre d'une manière nette parce que ça ne serait pas scientifique. Je n'ai pas mené une étude pour savoir si tout juge a un instrument du travail. Mais si je réfléchis dans le sens de savoir que dans ce pays, il y a des endroits où il y a des juges, mais où il n'y a pas les fournitures électriques, il n'y a pas de courant. Qu'est-ce que bon, je peux supposer que tout juge n'en a pas. Vous, si ça vous intéresse, vous pouvez vous-même aller dans des cours et tribunaux, beaucoup plus dans des tribunaux, pour vérifier si les jugements ne sont pas tapés à la machine pendant que nous sommes à l'ère des ordinateurs. Et justement, ça suscite aussi un autre problème, professeur. Justement, ça, quand vous allez au niveau des cadastres. Oui. Et la tendance, c'est de pouvoir utiliser les machines électriques pour attester des documents, oui, alors que nous sommes dans les tribunaux. Est-ce que c'est en contradiction avec la loi ou c'est une habitude qui s'est installée? Non, mais est-ce qu'il y a déjà une loi là-dessus? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a une loi là-dessus? Est-ce qu'il y a une loi qui réglemente la matière, l'économie numérique? Il faut commencer par le commerce numérique. Et donc, vous voyez qu'il faut commencer par là. Je peux quand même dire ceci. Parce qu'aujourd'hui, les téléphones portables sont démocratisés. On peut supposer que même si le juge n'a pas cela comme instrument de travail, mais au moins il peut manipuler une machine de technologie de l'information et de la communication pour ses besoins privés, mais pas pour les besoins des services. Et donc, c'est ce que je pourrais ajouter. Oui, je reviens sur ma question. Oui. La machine à écrire, oui, qu'on voit généralement dans les cadastres et les services des affaires foncières, oui, c'est voulu ou c'est une tradition? Il m'est difficile de répondre avec beaucoup de précision, mais je vais supposer ceci. Lorsque c'est la machine à écrire qui a été utilisée, on peut facilement savoir si c'est la machine de ce service-là. Et
on peut difficilement pirater les écrits de cette machine-là. Et donc, bon, je ne vais pas me mettre à divulguer les choses que je connais en tant que magistrat, de peur de donner la matière aux criminels. Eux savent combien de mots l'espace. Ils sont capables de regarder un certificat d'enregistrement. Si c'est un faux, de dire que c'est un faux sans avoir besoin de regarder 2 fois. Ils regardent seulement et disent, mais ça c'est un faux. Voilà. Mais nous, comment il a compris tout de suite que c'est un faux? Ben, il sait. Bon, moi aussi je sais, mais je ne veux pas le dire ici. Bon, je vais dire ceci. Qu'avec la machine à écrire, ils ont leurs données de sécurité. Mais si on dit maintenant vous allez le faire avec l'ordinateur, ok, les documents seront sécurisés comment? Ok? Et donc, vous voyez qu'il y a un problème de cybersécurité. Autant nous parlons de la cybercriminalité, autant nous devons savoir qu'il y a aussi la cybersécurité. Bon, c'est le mot cyber peut-être qui rend la chose trop savante. Vous enlevez seulement cyber et vous mettez criminalité. Vous enlevez cyber et vous mettez sécurité. Il y a une forme de criminalité et on doit sécuriser les usagers par rapport à cette nouvelle forme de criminalité. Maintenant, l'utilisation de ces machines, est-ce que ça fait déjà l'objet d'une législation qui est en mesure de sécuriser les usagers? Voilà, c'est peut-être là où il y a un problème. Je ne dis pas que c'est ce qu'il y a, mais en tant qu'enseignant, je cogite comme ça. Okay. Professeur, beaucoup de personnes se connectent sur Internet chaque jour et se plaignent d'être victimes de piratage de leurs comptes. Les courriels électroniques ne sont pas épargnés. Une question à vous comme professeur de droit. Comment porter plainte lorsque vous êtes victime de la cybercriminalité et quels sont les éléments de preuve à apporter éventuellement? Oui. Il faut le faire très rapidement à cause de la preuve qui en cette matière est très volatile. Bon. Un ami a eu à correspondre avec des gens qui se disaient qu'ils étaient dans un pays africain que je ne vais pas citer ici. Vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir la bourse, ainsi de suite. Il a mordu à l'hameçon. Oui, mais envoyez d'abord ceci pour la formalité. Envoyez d'abord. Il a envoyé. Et évidemment, comme menté, il restera toujours quelque chose de constant à la fin. Ils lui ont demandé ce qu'ils avaient déjà demandé. Et il l'avait déjà demandé. Il dit, mais comment? Vous m'aviez demandé à telle date cette chose et j'ai donné. Vous me demandez encore. Mais finalement, c'est quoi? Quand il s'est fâché, les autres ont tout simplement inondé sa boîte de mails et la boîte a cédé et il n'a plus le moyen d'accéder à sa boîte. Vous voyez? Bon, s'il accuse et il a besoin de la preuve, même la preuve de communication s'est trouvée dans cette boîte-là, elle ne s'ouvre plus. Il n'y a plus moyen. Donc, si vous déplorez un cas, vous accusez rapidement. Soit vous formulez la plainte à n'importe quel parquet, soit à n'importe quel poste de police. Mais il faut savoir qu'il existe au sein de la police une direction chargée des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est sûr que pareille plainte finira par atteindre les spécialistes qui sont là-bas. Parce que quand on parle de cybercriminalité, mais il faut penser à tout ça. Il ne s'agit pas seulement d'une question des infractions. Il s'agit aussi des questions de pouvoir qu'on accorde aux OPJ, de pouvoir qu'on accorde aux OMP, de la qualification des OPJ et de la qualification des magistrats. Regardez, vous prenez un OPJ qui a suivi la formation judiciaire normale. Vous lui demandez de mener des enquêtes en matière de cybercriminalité. Mais il va souffrir. Il ne va pas. Déjà, le jargon est déroutant. La technologie ne maîtrise pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une cyberpolice en engageant des licenciés
en informatique, en faisant des OPJ pour enquêter dans ce genre de situation. On peut dire, oui, mais on va recourir aux spécialistes. Ah non, mais les spécialistes, ce n'est pas lui qui mène l'enquête. Par une réquisition, oui, mais ce n'est pas lui qui mène l'enquête. Il faut d'abord recueillir les données de l'enquête. Ce qui n'est pas facile. La Convention de Budapest, qui est une convention de l'Union européenne, a proposé, a suggéré aux États de nouveaux pouvoirs et de nouvelles procédures. Lorsque dans notre loi sur la procédure pénale, on parle de la perquisition, d'accord? Mais c'est la perquisition domiciliaire, n'est-ce pas? Est-ce que c'est cette règle de perquisition de domicile qu'on peut utiliser pour perquisitionner les téléphones? Or, pour savoir si vous avez été en contact à partir de votre téléphone, du téléphone de l'autre, s'il y a eu pénétration dans son système, mais il faut qu'on check les téléphones, ce qui est une procédure. Je vois, on arrête les gens, nous allons voir si vous avez les images pornographiques de X et de Y, on vous arrête. Oui, mais là c'est pour les images qu'on garde, mais pour les images qu'on ne garde pas. Il faut un spécialiste rompu en matière d'informatique pour savoir qu'il y avait des données que vous avez effacées. Pour savoir si vous avez utilisé un autre appareil comme un rebond pour entrer dans un système. C'est-à-dire, vous ne voulez pas qu'on sache que c'est vous qui avez attaqué le système, vous utilisez d'abord un autre système et à partir de ce système-là, vous lancez votre attaque, l'attaque par rebond. Alors, à ce moment-là, il faut des spécialistes. Une loi sur la cybercriminalité doit tenir compte de tout ça. C'est-à-dire les infractions, la procédure pénale dans laquelle on donne le pouvoir et les procédures aux autorités judiciaires. Un autre souci, justement, sur cette lancée, comment garantir, eu égard à tout ce que vous avez développé, garantir la sécurité des affaires et de la communication toujours au niveau du cyberespace? Oui, c'est par des lois et des structures. Des lois et des structures. Une loi qui réglemente les secteurs bancaires, le secteur de l'économie numérique, les secteurs de commerce numérique, les secteurs du traitement des données à caractère personnel. Il faut que, parlant de l'économie numérique, on puisse parler de la protection des données sensibles. Des données sensibles, par exemple, les données qui sont essentielles pour un État. Parce que dans cette cybercriminalité, il n'y a pas que les individus qui se comportent de la manière déviante, même les personnes morales, même les États. Vous voyez dans la cyberguerre, mais c'est souvent État contre État. Bon, le piratage des élections, je ne vais pas citer les États ici, mais vous êtes de la presse, vous en savez quelque chose. Tel pays, ils ont piraté notre système électoral. Il y a les États-Unis qui c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Oui, ça fait partie de l'information. Mais vous voyez que même les États, dans ces domaines, sont des cyberdéviants. Alors, à ce moment-là, il faut des lois qui garantissent. Les lois ne suffisent pas. Il faut des structures, une cyberpolice. Ceux qui recherchent les preuves font partie de ce qu'on appelle la criminalistique. Eh bien, il faut des spécialistes dans la police scientifique qui se chargent de rechercher cela. Et là, nous ne sommes pas dans le domaine de la criminalité, mais dans le domaine de la sécurité. Il faut des gens qui sécurisent. Cette convention de Budapest, par exemple, prévoit les réseaux 24 heures sur 24. 24/24. 24 sur 7. C'est-à-dire, on veille sur
la toile 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Il faut qu'il y ait des mécanismes de coopération où, étant donné que quelqu'un, à partir de la RDC, peut commettre une infraction dans un autre pays, ou à partir de notre pays, quelqu'un peut commettre une infraction dans notre pays, il faut que celui qui veille sur Internet dans ces pays-là ait le pouvoir de dire aux Congolais: fais attention, à partir de ce mois, on est déjà en train de diffuser des images pornographiques chez vous. Faites attention, capturez ça. Arrêtez ces messieurs-là, collectez rapidement les preuves. Bon, vous savez, aujourd'hui, la justice est régie par le principe de territorialité. L'infraction est commise au Congo, on punit au Congo, les preuves du Congo. Mais cette infraction qui se commet sur plusieurs territoires à la fois, il faut toujours rester avec ces principes-là, où nous jugeons ce qui est commis ici, nous jugeons ce qui est commis à l'étranger si la personne est ici. Non, il faut être en mesure de dire que lorsque nous déplorons un comportement ici, et que la personne se trouve dans un autre pays, et que dans ce pays-là, on l'a arrêté, mais qu'on prenne tout ce que nous avons comme données ici, comme élément de preuve, comme victime, comme plainte, nous allons dans ce pays-là, nous leur ajoutons de preuves, et les victimes se constituent partie civile à ce procès-là. Et donc, vous voyez, la loi sur la cybercriminalité doit tenir compte de plusieurs aspects. Dans cet ouvrage, j'ai exploité plusieurs aspects de la cybercriminalité: adaptation de la loi, adoption de la loi pénale, la loi de procédure et plusieurs autres. Question de curiosité, est-ce que la cybercriminalité est une infraction en droit congolais actuellement? C'est un terme générique. C'est une très belle question. La cybercriminalité est un terme générique. Alors, que j'utilise, bon, d'ailleurs, vous connaissez générique, vous connaissez bien ce qu'on appelle générique, mais appliquons-le à autre chose. Les médicaments génériques, n'est-ce pas? C'est quoi? Mais là-dedans, c'est ce qui est rapidement là qu'on peut voir et qu'on peut trouver partout et tout et tout. La cybercriminalité est un terme générique, c'est un concept générique. Il n'y a pas une infraction qu'on appelle cybercriminalité. C'est un terme générique qui désigne l'ensemble des infractions qu'on peut commettre dans le cyberespace. Soit contre les nouvelles technologies de l'information et de la communication, soit pour faciliter les infractions sur les infractions habituelles. Professeur Manassi, il y a ce courant qu'on pirate des emails de Twitter de telle ou telle personnalité et qu'on lui attribue tel ou tel discours. Oui. Que devrait réagir la personne victime de pareille action par rapport à la justice? Elle doit se plaindre. Elle doit se plaindre parce que c'est de la cybercriminalité qui, sans doute, arriveront à amener les juges à cristalliser une des infractions, parce qu'il y a certaines infractions qui répriment des formes de cybercriminalité. Il y a d'autres infractions qu'on peut adapter par interprétation évolutive. Et évidemment, il y a des infractions qui échappent. Mais pour le cas qui est le vôtre, bon, il faut d'abord laisser présenter le problème au juge, et si lui-même dit qu'il est désarmé, d'accord. Mais sinon, quand nous reviendrons, peut-être si vous le souhaitez, dans d'autres émissions beaucoup plus détaillées, nous pourrions alors aborder crime par crime, et je vous dirai si ce crime-là est punissable en droit congolais. Et je vous dirai ce que vous venez d'évoquer comme fait criminel, si c'est punissable en droit congolais, par quel article, de quelle loi. Mais ça devrait être dans une autre émission, plutôt que dans celle-ci qui est un peu trop générale. Bon, il concerne à nous, Mamie, il est là pour ne pas la citer. Oui. Elle a été victime, je ne sais pas comment vous allez... Sa mort électronique a été annoncée avec programme à l'appui, et pourtant elle est vivante. Elle s'est retrouvée aussi de comment l'aider à pouvoir se plaindre. Bon, c'est-à-dire,
Elle se plaint d'abord à la police ou directement au parquet. Directement au parquet, c'est mieux. Le parquet pourra retomber sur un OPJ, pourra requérir un OPJ, mais c'est mieux de formuler la plainte au parquet. Et le parquet va mener des investigations et va qualifier ces faits-là. Mais en tout cas, vous voyez qu'elle-même a été gênée, a été blessée, elle a été dérangée. Les comportements exposés à tout le monde, c'est chacun qui criera au scandale et qui considérera que c'est un crime, lequel, eh bien, les autorités judiciaires vont qualifier. Il s'agit de quel crime? Si ces autorités lisent ces livres, elles trouveront la qualification idoine à mettre là-dedans. Elle peut se faire assister d'un avocat, ce serait encore beaucoup plus efficace dans sa démarche. Évidemment, si elle ne peut pas se faire assister d'un avocat, elle peut aller elle-même au parquet et le parquet fera le travail. Mais en tout cas, ce livre contient les données nécessaires pour arriver à qualifier l'infraction dont elle a été victime. Professeur Manassine, comment lire votre ouvrage? Voilà, c'est une très belle question. Cet ouvrage est une thèse de doctorat. Normalement, lorsqu'une thèse est défendue, on l'aménage, on réaménage la thèse pour faire la publication. C'est-à-dire dépouiller la thèse de tout ce qui est exigence académique pour ne laisser là-dedans que l'essentiel pour les usagers. Mais moi, j'ai fait le contraire. Telle que la thèse a été rédigée et défendue, c'est de la même manière que je l'ai publiée. C'est pour une raison évidente. Je suis un professeur. J'ai des thésards sous ma direction, de mémorants, de DES, de mémorants, de licences sous ma direction et qui doivent me poser la question: Monsieur le professeur, qu'est-ce que vous dites de la méthode? Monsieur le professeur, qu'est-ce que vous dites de ceci? Alors je dis, je publie ma thèse comme ça. Chacun y trouvera son compte. Et déjà, ils sont en train de lire pour voir comment il faut aborder la méthodologie, comment il faut aborder la délimitation du sujet et tout et tout. Au-delà de cela, il faut savoir que c'est un travail qui a 10 chapitres. Les 2 premiers chapitres parlent des nouvelles technologies de l'information et de la communication et de leur usage déviant. Les 2 autres chapitres qui suivent abordent la cybercriminalité. Qui sont auteurs de la cybercriminalité? Qui sont victimes de la cybercriminalité? Quelles sont leurs techniques de perpétration? Les hackers, comment ils pénètrent, comment ils font? Eh bien, les chapitres qui suivent parlent alors du droit étranger. Comment est-ce que le droit étranger, sur le plan du droit pénal de fond et sur le plan du droit pénal de la forme, ont posé des règles pour combattre cette forme de criminalité. Ça, c'est la première partie. Après cette première partie qui a 6 chapitres, j'entre maintenant dans la deuxième partie où je passe en revue dans les 2 premiers chapitres, c'est-à-dire chapitres 7 et 8, les droits congolais. Je dis, voilà, la Convention de Budapest sur la cybercriminalité a dit que tel comportement, tel comportement, tel comportement sont des cybercrimes. Le droit congolais peut-il réprimer cela? Alors j'y vais. Je prends notre loi sur le télécom. Je prends l'ordonnance sur l'informatique. Je prends le code pénal. Je prends tous nos textes et je vérifie si c'est possible. Je termine avec la loi de fond. Dans un autre chapitre, je prends le droit de forme, c'est-à-dire la procédure pénale, les règles de coopération internationale pour lutter contre la criminalité, ce que nos amis ont mis sur pied. Est-ce que nous aussi nous les avons? Le pouvoir et les procédures nécessaires qu'un magistrat du parquet doit avoir pour lutter contre la cybercriminalité. Est-ce que nos magistrats ont ce pouvoir-là? Et les 2 derniers chapitres
je fais maintenant ce que nous appelons en latin des lege ferenda, c'est-à-dire les propositions. C'est-à-dire, j'ai constaté ceci. Certaines infractions sont punissables, d'autres ne le sont pas. Mais ce n'est pas tout. Pour qu'on punisse bien, voici comment il faut adapter notre article sur le vol, notre article sur l'escroquerie, notre article sur ceci. Mais même si on adaptait, ça ne suffira pas. Il faudra qu'on adopte une nouvelle loi dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Il faut qu'on signe des conventions dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Il faut qu'on se dote de tels instruments de coopération. Et j'ai conclu et j'ai terminé. Bien, chers téléspectateurs, c'est par ici que prend fin ce nouveau numéro du magazine Livre en a une. Restez branchés sur nos programmes. Merci beaucoup et à la prochaine. Le Grand Move TV, la chaîne du moment. Merci de l'avoir choisi. Vous y trouverez des interviews, de grands reportages, des émissions bien élaborées avec nos invités de grande qualité, de grands reportages. Abonnez-vous vite sans tarder et bienvenue.